éventuellement, effectivement, vous avez des questions qui concernent la santé animale, et il se tiendra prêt à répondre à vos questions. Voilà, donc je passe la parole à Dorothée Gerbeau, donc pour la présentation sur le contrôle des eaux de baignade. Bonjour. Donc, en quelques mots, le cadre réglementaire relatif à la qualité des eaux de baignade. Donc, celui-ci est fondé sur la directive européenne de 2006 et sur des dispositions du Code de la santé publique. Il y a d'autres textes, comme des arrêtés ministériels dont vous avez ici quelques références, qui précisent des modalités de gestion et également les modalités relatives au classement européen. Le classement européen qui est établi à la fin des saisons estivales, donc majoritairement en Nouvelle-Aquitaine, les baignades ouvrent en juillet et août, mais il y a d'autres baignades qui peuvent ouvrir plus tôt, à partir de mai, ça c'est très dépendant des départements. Et ce classement européen est uniquement basé sur des paramètres bactériologiques qui sont recherchés dans le cadre du contrôle sanitaire qui est organisé par l'ARS. Le classement prend en compte également la qualité de baignade sur les 4 dernières saisons et au cours desquelles il y a 16 prélèvements au minimum qui doivent être effectués. Donc, outre les paramètres bactériologiques qui sont pris en compte dans ce classement européen, les ARS vont compléter ce contrôle sanitaire avec d'autres paramètres qui auront été identifiés lors des études qui mènent à la définition du profil de baignade et ces paramètres qui auront été identifiés représentant un risque sanitaire potentiel pour les baigneurs. Donc, les analyses du contrôle sanitaire sont faites par des laboratoires qui sont titulaires du marché public des eaux et les prélèvements sont réalisés par les préleveurs formés de ces laboratoires. Donc, parallèlement au contrôle sanitaire, les personnes responsables des baignades mènent une surveillance de la qualité de l'eau dont elles ont la charge. La fermeture temporaire d'une baignade du fait d'un risque sanitaire avéré est proposée par l'ARS au maire de la commune où se situe le site de baignade. Cette fermeture est demandée dès lors qu'une baignade est classée de mauvaise qualité. C'est une classification qui repose sur des concentrations de paramètres bactériologiques qui sont propres à chaque type d'eau, puisqu'on a des baignades en eau de mer ou des baignades en eau douce. Ou encore lorsqu'on aura mis en évidence d'autres risques, comme par exemple pour les baignades en eau douce, le risque lié aux cyanobactéries. Donc spécifiquement sur le risque cyanobactérie qui est géré donc, par l'instruction DGS du 6 avril 2021, ce risque est lié à la libération dans l'eau de baignade de toxines par des cyanobactéries. Donc le risque est plus ou moins important selon la toxine. Il existe différents types de toxines, des neurotoxines ou des hépatotoxines. Il existe donc 2 types de cyanobactéries qui sont classées en fonction de leur mode de vie, des cyanobactéries planctoniques qui s'accumulent à la surface de l'eau et des cyanobactéries benthiques qui, elles, se développent sur des substrats minéraux et qui forment des biofilms. Ces 2 types de cyanobactéries pouvant pour certains genres donc libérer des toxines. Mais tout ceci vous sera développé donc dans la seconde partie de cette présentation. Pour les baignades jugées à risque de prolifération de cyanobactéries, donc la gestion du risque sanitaire est graduée selon 3 niveaux d'alerte. Le niveau de vigilance, l'alerte 1 et l'alerte 2. Donc concernant les cyanobactéries planctoniques, le niveau de vigilance est atteint lorsque le dosage de la chlorophylle A, qui est un paramètre qui est utilisé comme un indicateur d'un début potentiel de prolifération de cyanobactéries, passe à un seuil de 10 microgrammes par litre. Alors, la recherche directe de cyanobactéries sera réalisée via la mesure de ce qu'on appelle le biovolume. Ce biovolume représente la somme des volumes occupés par chaque cellule de cyanobactéries et chaque genre de cyanobactéries ayant un biovolume propre. Si le biovolume est supérieur à 1 mm3 par litre, le niveau d'alerte 1 est atteint. Les toxines sont alors recherchées en cas donc de présence de genres de cyanobactéries toxinogènes.
Et dès lors que les toxines ont été mises en évidence et qu'elles atteignent des concentrations qui dépassent des seuils limites qui ont été établis par l'Agence nationale de sécurité sanitaire et de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES, eh bien l'alerte 2 est atteinte. Ce niveau d'alerte 2 a pour conséquence la demande de la fermeture temporaire de la baignade. Ce niveau 2 est également atteint en cas d'accumulation donc en surface de cyanobactéries et de mortalité animale. Concernant les cyanobactéries benthiques, le niveau de vigilance est atteint lorsqu'il y a une observation de biofilm. Un échantillon de biofilm est alors analysé et vérifié s'il est composé de cyanobactéries potentiellement toxinogènes. Si tel est le cas, le niveau d'alerte 1 est alors atteint et la recherche d'anatoxine, qui est une neurotoxine, est réalisée sur 3 biofilms. Et s'il y a détection de cette anatoxine, alors on est en alerte 2, ce qui a pour conséquence une demande de fermeture temporaire de tout ou partie de la baignade. Donc pour terminer, quelques données bilan. Donc en haut à droite, la répartition des signaux sanitaires reçus par la cellule de veille d'alerte et de gestion sanitaire de l'ARS entre 2018 et 2023, ayant potentiellement un lien avec un risque lié à la baignade. Donc à noter que pour la majorité des signaux, le lien n'est qu'une hypothèse, et de plus certains signaux peuvent être reliés entre eux. C'est le cas notamment pour les signaux relatifs à l'ostréopsis, qui est une microalgue, et pour une même situation, il y a eu plusieurs signaux d'enregistrés. La catégorie autre qui vous est présentée ici étant des signaux pour lesquels l'agent potentiel n'est pas identifié dans le signalement. Donc on peut voir que 25% des signaux avaient une hypothèse cyanobactérie, 6% une hypothèse bactériologique. En haut à gauche, un diagramme représentant par délégation départementale les raisons de fermeture temporaire des baignades en 2023, des baignades en eau douce uniquement classées par l'Union européenne. Donc certains départements n'ont fermé aucune baignade au cours de la saison 2023. Donc c'est le cas des Charentes ou des Pyrénées-Atlantiques. D'autres ont fermé pour cause bactériologique. C'est le cas en Vienne ou en Lot-et-Garonne. 8 départements ont connu des fermetures de baignades temporaires pour des causes de présence de cyanotoxines. À noter également que certaines baignades sont fermées pour des raisons du type absence de maître nageur ou travaux. Donc le petit tableau en dessous de ce diagramme vous donne le nombre total de baignades en eau douce par département qui sont déclarés donc à l'Europe. Enfin, en bas à droite, donc une représentation de l'évolution de la qualité des eaux de baignade en eau douce vis-à-vis des cyanobactéries, donc sur les 3 dernières années, et qui montre une tendance à la détérioration. Donc nous travaillons actuellement à l'amélioration des pratiques qui sont issues de l'expérience et de nos observations. Voilà, j'en ai terminé pour cette première partie. Merci Dorothée. Ce que je voulais dire, c'était que les présentations seront disponibles sur l'espace presse du site de l'ARS à l'issue du brief presse et qu'on l'enregistre aussi. Donc les journalistes qui n'auront pas pu se connecter pourront quand même s'y référer. Donc je passe la parole à Monsieur Laplace-Tréture. Merci bien. Donc moi, écoutez, je vais déjà revenir sur être sûr que nous parlions tous bien de la même chose. Là ici, quand on parle de cyanobactéries, on parle d'organismes microscopiques qui sont présents depuis plus de 3 milliards d'années sur la Terre et donc qui ont des caractéristiques assez proches des bactéries d'un côté, et puis de l'autre côté qui sont capables de faire de la photosynthèse, c'est-à-dire d'utiliser de produire de la chlorophylle, de produire de la matière, et donc ce sont des producteurs primaires comme d'autres végétaux, et à ce titre, ils sont à l'origine de l'oxygène atmosphérique. À côté de ça, ils ont d'autres caractéristiques, notamment de posséder d'autres pigments particuliers. Alors pour en citer que 2, d'un côté la phycocyanine qui leur donne une couleur bleue pour certaines, ou la phycoérythrine, la couleur rouge. Et avec ces caractéristiques, elles se retrouvent être classées à la fois dans le monde de la bactériologie et dans le monde du règne végétal, donc par les botanistes. Et ce qui fait qu'elles ont eu des noms qui ont évolué au cours du temps. Mais on a fini quand même par s'arrêter depuis
une bonne dizaine d'années minimum sur le terme cyanobactérie pour les qualifier et les regrouper. Juste un cas particulier, c'est celui de la consommation humaine de ce que l'on appelle dans le français courant les spirulines, qui sont en fait un genre qui s'appelle l'Hypnospirae. Donc vous avez une représentation ici en photo et puis de ce que ça donne entre guillemets par la consommation. Merci. En termes de diversité de répartition, il faut bien comprendre que les cyanobactéries se répartissent dans un peu plus de 4600 espèces au sein de plus de 800 genres différents et qui vivent donc aussi bien en eau douce, en milieu marin, mais aussi en milieu terrestre, c'est-à-dire au pied de bâtiments, en ville, sans aucun problème du moment qu'on a un petit peu d'humidité. En termes d'allure, si je puis dire, on va des choses de petites unicellulaires, des choses qui se regroupent en colonies, en groupes, ou alors des choses qui seront plutôt sous forme de filaments. Donc une grande diversité de formes et aussi une grande adaptabilité à plein de types de milieux du moment qu'on a de l'humidité. Donc on peut aller des eaux thermales à des eaux très froides, à des eaux hyper salées, et inévitablement aussi les eaux douces, qui recouvrent donc forcément, pour ce qui nous concerne plus, les cours d'eau aussi bien que les plans d'eau. Comme ça a été évoqué, on va retrouver les deux grandes catégories de cyanobactéries, donc celles fixées à un substrat qu'on qualifie de benthique et toutes celles qui vont être flottantes dans une colonne d'eau qu'on qualifiera donc de planctoniques. Et puis petit cas particulier, si je puis dire, on a certaines cyanobactéries qui vivent en association, alors soit avec des animaux, c'est ce qui constitue les éponges, mais ça peut être aussi associé à des plantes, auquel cas on constitue notamment des fougères aquatiques comme le genre Azolla. Ou alors peut-être associé avec des champignons, et c'est ce qui constitue les lichens au sens large. En termes de fonctionnement d'écologie, qu'est-ce qu'on peut dire? Il leur faut pas grand-chose finalement pour se développer. Bon, il faut de l'eau forcément, de l'humidité, surtout des nutriments. Quand je dis nutriments, c'est de la nourriture au sens large, donc de l'azote et du phosphore, et puis du gaz carbonique, du CO2, que peuvent puiser dans l'eau ou dans l'atmosphère, et puis de la lumière, et par voie de conséquence un peu de chaleur. Et au sujet de la chaleur, justement, elles préfèrent des eaux en général plutôt assez chaudes et relativement calmes, donc peu turbulentes. En plus de cela, elles ont certaines caractéristiques particulières sur lesquelles je reviendrai, mais des cellules spécialisées ou des capacités de résister au dessèchement, qui leur confèrent des capacités de compétition par rapport à d'autres éléments du phytoplancton, donc flottant dans la colonne d'eau, ou même d'autres éléments d'algues fixés au substrat. Et en termes de cycle, on va effectivement plutôt les retrouver en été ou en automne. Ça, c'est évidemment pour les régions tempérées. On a globalement un petit peu ce schéma, c'est-à-dire une succession. On a plutôt hiver, début du printemps, plutôt des diatomées. Ensuite, c'est plutôt des algues vertes au cours de début du printemps, une partie de l'été. Et on passe en général à des possibles dominances de cyanobactéries fin de l'été et puis au cœur de l'automne. Et puis donc une autre caractéristique et non des moindres, celle qui quelque part pose des problèmes humains entre autres, c'est la production de métabolites dans lesquels donc en fait certains genres, parmi les plus de 800, certains sont capables aussi bien dans des benthiques que dans des planctoniques de produire des métabolites. Alors là-dedans on va dire deux grandes catégories de métabolites. L'un d'un côté des molécules qui sont dites odorantes comme le méthylobornéol, donc on peut appeler MIB d'un côté, ou la géosmine de l'autre. Donc une odeur de terre humide, ce qui n'est pas une gêne directe, plus ou moins un certain nombre d'usages. Et puis évidemment des molécules toxiques, ce qui correspond à en gros une quarantaine de genres qui sont capables de produire des toxines. Alors ces toxines, on les groupe dans une grande famille qu'on appelle cyanotoxines. Il y en a vraiment une très grande variété. Et avec des mécanismes, des raisons de cette production qui sont encore mal connues. C'est-à-dire que scientifiquement parlant, on a un peu de mal à comprendre pourquoi les cyanobactéries produisent ces cyanotoxines. Ça leur sert à quoi, sachant que ça leur consomme des ressources pour pouvoir les produire, mais il y a des choses qui sont connues, mais on est loin de tout savoir sur la question. Et puis, ces cyanotoxines ont inévitablement des impacts sur l'être humain, alors par deux voies principales, le contact contact peau ou muqueuse, et puis la voie d'ingestion. Et puis on peut les regrouper, si je puis dire, en différentes catégories de voies de contact. Peuvent altérer des cellules du foie, c'est le cas notamment des microcystines, celles qui sont les plus connues et plus suivies. Peuvent aussi perturber le système nerveux, et là on retrouve inévitablement les anatoxines, mais aussi avoir des effets donc sur la peau ou les muqueuses. Là c'est un peu moins
clair, si on peut dire, et puis moins rencontré en eau douce, et puis avoir des effets aussi reprotoxiques. Et ça, c'est le cas de la famille des microcystines, et c'est ce qui a fondé d'ailleurs à ce que on actualise les seuils d'alerte lorsque j'ai participé au rapport d'expertise de l'ANSES en 2020. C'est ce qui a entraîné cette actualisation du seuil, cet abaissement du seuil. Alors quelques mots forcément sur les proliférations de cyanobactéries, parce que si elles ne se développaient pas en grande quantité, en limite elles ne nous poseraient pas trop de soucis. Alors une fois de plus, ça ne concerne que certains genres et donc pas tous, très clairement. Et qu'est-ce qu'on entend par prolifération? C'est un développement relativement rapide, donc une très grande quantité de matière de cyanobactéries qui est produite en un temps assez court, une semaine, 15 jours, et qui est sous la forme d'une dominance de 1 à 2 genres. Et qui, au sein de ces proliférations, on considère qu'on a 50 à 70% de ces proliférations qui peuvent avoir des effets toxiques. Donc comprenez déjà qu'on a une partie des proliférations qui ne seront pas et qui ne seront jamais toxiques, alors que d'autres le sont. Et puis donc avec des manifestations visuelles, un petit peu comme c'est illustré ici avec les 3 photos, des accumulations en bord de cours d'eau ou de plans d'eau, des surfaces qui sont recouvertes d'un dépôt, d'un plan d'eau, mais ça peut être aussi dans des zones calmes de cours d'eau, ou carrément des colorations de la masse d'eau, comme la photo en bas à droite, de coloration complètement rouge, limite rouge sang. Quoi qu'il en soit, c'est très dépendant des conditions environnementales, du type de site. Et on en est à une situation où aujourd'hui les proliférations, elles peuvent être dans certains cas complètement étalées sur tout un plan d'eau ou une grande portion de cours d'eau. De la même façon, elles peuvent aussi être très ponctuelles, juste une petite zone particulière d'un plan d'eau ou d'un cours d'eau. Et de la même façon, être très rares et arriver une seule fois sur une zone de baignade voilà, sur plusieurs années, ou alors être très fréquente, X fois, et être finalement quasiment pérenne dans un système du moment que les conditions pour leur développement sont réunies. Au final, on est dans des choses qui sont relativement délicates et souvent imprévisibles. Dans l'état actuel des connaissances scientifiques, on peut arriver à prédire sur quelques jours, mais difficilement plus, et encore c'est très site dépendant, donc c'est relativement complexe. À cela s'ajoute, enfin la complexité finalement s'ajoute aussi quels sont les facteurs qui peuvent influencer ce développement. Alors, il y a des choses qui sont bien connues, alors j'ai envie de prendre l'analogie avec l'alimentation humaine. C'est vrai que quand on a une alimentation plutôt équilibrée, diversifiée, on peut s'attendre à avoir des personnages qui sont plutôt, on va dire, bien portants, sans problème particulier. On pourrait donc donner l'image, ici c'est une photo du lac de Cazaux-Sanguinet, donc effectivement va plutôt très bien, pas de problème, un écosystème plutôt équilibré. Et évidemment, inévitable, quand l'on a une consommation trop riche, trop abondante, on a effectivement quelques dérèglements ou possibilités d'être effectivement un peu plus suralimenté, si je puis dire, et c'est ce que l'on peut retrouver ici dans le cas du plan d'eau d'Orient par exemple, avec donc des proliférations de cyanobactéries. Et dans le cas des cyanobactéries, l'alimentation quelque part, ce sont les nutriments, et ce sont très clairement et en premier lieu les formes de phosphore, donc le phosphore, l'élément phosphore qui est le facteur déclenchant et limitant les développements. Et dans un deuxième temps, ça peut être l'azote qui conditionne et qui entraîne ces risques de prolifération. Mais tout cela, finalement, c'est que c'est aussi aggravé par un certain nombre de conditions. Les premières d'entre elles sont des conditions météorologiques. Il suffit que les luminosités soient un petit peu plus élevées, voire fortes, plus d'avoir des températures qui dépassent les 20 degrés. Ça va favoriser ces proliférations de cyanobactéries. Il y a aussi un certain nombre de facteurs hydrologiques, notamment lorsque dans un cours d'eau, on a une baisse des vitesses de courant et par voie de conséquence des baisses de hauteur de la colonne d'eau, de la lame d'eau au-dessus du fond. Ça va favoriser leur développement, leur prolifération. Et il y a aussi, en plan d'eau, c'est plutôt le côté stabilité de la colonne d'eau qui va favoriser leur développement et leur possible prolifération. À côté de cela, elles ont aussi un certain nombre de caractéristiques, on va dire intrinsèques, pour certaines d'entre elles, une fois de plus, pas toutes, par rapport à leur morphologie, qui fait qu'elles ont une qualité nutritionnelle qui est moins reconnue, si je puis dire, que les autres éléments du phytoplancton, donc qui fait qu'ils sont moins consommés par l'échelon supérieur que peut-être le zooplancton ou des poissons qui mangent des végétaux, donc des phytophages.
Il y a aussi le côté de la production de toxines, où là il est reconnu scientifiquement qu'on peut avoir des effets qu'on appelle l'allélopathie, c'est-à-dire une espèce de guerre chimique pour se défendre ou pour protéger son territoire, si je puis dire, se défendre contre d'autres espèces du phytoplancton pour survivre, voire proliférer. Il y a aussi des cellules spécialisées qui sont ici représentées en photo, hein, celle orange et puis celle un petit peu différente sur la photo du bas, qui leur confèrent aussi une compétition particulière pour aller chercher des nutriments ou pour les stocker. C'est le cas de celle en orange, donc qui permet de stocker des réserves nutritives et donc vont lui permettre d'être beaucoup plus compétitif que d'autres. Et puis les pigments accessoires, c'est-à-dire que les noms que j'ai cités tout à l'heure, c'est-à-dire phycocyanine et phycoérythrine, leur permettent d'aller capter de la lumière dans des conditions encore plus particulières, chose que le reste du phytoplancton ou le reste les algues qu'on pourrait trouver en milieu benthique vont être moins capables de faire. Et puis évidemment s'ajoute là-dessus le changement climatique, et qui, pour une partie, avec l'augmentation des températures, va ne faire que favoriser la prolifération et le développement les risques, on va dire, de développement et de prolifération de cyanobactéries. Mais par contre, il y a quand même un petit bémol là-dedans, c'est que les événements extrêmes du genre pluie plus abondante ou vent, enfin, période un peu plus tempétueuse, vont au contraire, dans certains cas, avoir des effets inverses, parce que ça va par exemple déstratifier des colonnes d'eau, donc réagiter le milieu, décrocher des éléments dans des cours d'eau, et donc au contraire finalement a tendance à réduire un peu ces proliférations. Mais ça c'est une fois de plus très site dépendant, et ça dépend vraiment des conditions, du milieu, et donc c'est, vous voyez, je veux dire par là que finalement tout ça c'est relativement complexe, il est assez difficile de pouvoir prédire ça va à tout prix entraîner telle conséquence ou telle autre. À côté de cela, bien ces proliférations elles ont des impacts. Alors si on commence par le côté plutôt environnemental, il y a inévitablement un effet sur la réduction de la biodiversité, puisque je vous ai dit qu'on avait 1 à 2 genres qui vont aller dominer la communauté, donc c'est au détriment du reste. Le développement, ça c'est plus vrai en planctonique, donc une prolifération, vous l'imaginez bien, en surface ou dans la colonne d'eau va réduire la transparence des eaux, et cette réduction de transparence a un impact sur les autres producteurs primaires qui ont besoin de cette lumière pour se développer. Et puis les autres éléments du phytoplancton, donc ils vont être une fois de plus compétiteurs là-dessus, plus compétitifs plutôt là-dessus. Et puis ça va entraîner un possible appauvrissement de l'échelon zooplancton, voire phytophage, poisson phytophage, parce que ben voilà, c'est des choses qui sont moins consommées, ce que j'ai dit tout à l'heure, et donc finalement réduire par voie de conséquence les étages supérieurs. Un autre élément, c'est lorsque toute cette matière végétale, oui, si on veut, enfin, des cyanobactéries va se dégrader, donc la phase de sénescence, de mort de toute cette masse, va falloir dégrader toute cette matière organique, et la dégradation en général se fait avec une consommation d'oxygène. Et donc le milieu va se retrouver avec un déficit d'oxygène, voire carrément un manque total d'oxygène, ce qu'on appelle l'anoxie, au fond, de plans d'eau notamment, mais ça pourrait arriver dans des zones calmes de cours d'eau, et ce qui entraîne dans bon nombre de cas des relargages de certaines molécules de la part des sédiments, et une fois de plus, dont du phosphore. Et donc ce qui peut contribuer à entraîner finalement, pardon, pas entraîner, à entretenir le système, parce qu'on va relarguer à certains moments de l'année des éléments nutritifs qui continueraient à les nourrir finalement encore un peu plus. Et puis, autre impact environnementaux, celui évidemment direct sur de la faune, en premier lieu les poissons qui peuvent être intoxiqués, mais fuir dans la mesure où ils le peuvent. Alors c'est une voie, conséquence indirecte, puisque c'est du fait de la diminution des quantités d'oxygène qui peuvent essayer de fuir s'ils le peuvent, sinon ça forcément peut entraîner la mortalité de certains poissons. Pour les oiseaux, c'est un peu la même chose, c'est soit intoxication directe par consommation de l'eau contenant des cyanobactéries, ou alors via l'alimentation parce qu'ils consommeraient des individus eux-mêmes, mollusques ou poissons ou autres, qui eux-mêmes ont stocké des cyanobactéries, donc des cyanotoxines potentiellement, et donc aller jusqu'à la mortalité. Et puis d'autres animaux, possible une fois de plus, l'intoxication voire mortalité, de chiens, de vaches, mais aussi d'animaux sauvages, via l'abreuvement ou le jeu, évidemment, pour ce qui concerne les chiens notamment. Ça, c'était pour les impacts environnementaux, puis ensuite, inévitablement, les impacts qui nous concernent plus directement. Alors les premiers, évidemment, c'est baignade et autres activités nautiques, ou activités récréatives au sens large.
Il y a inévitablement des choses purement, entre guillemets, esthétiques, hein, de coloration de l'eau, de texture, voire d'odeur en présence de ce développement. Enfin, comme le montre ici la photo, on n'a pas forcément envie d'aller se baigner dans une eau de cet ordre-là. Mais il y a des odeurs particulières après aussi lors de la dégradation de toute cette masse organique qui est vraiment peu engageante. La présence de toxines donc peut entraîner évidemment des troubles de la santé, voire des intoxications, pourrait aller jusqu'au décès, mais je vous rassure, jusqu'à preuve du contraire, en Europe, il n'y a jamais eu de décès en lien avéré avec des cyanotoxines. Et colmatage de filets pour ceux qui auraient des activités touristiques, enfin pas touristiques, oui, récréatives ou pêche professionnelle, évidemment, de gènes pour ces activités-là, de pêche. Et puis l'autre volet, c'est inévitablement sur les eaux potables, où la présence de cyanobactéries et de cyanotoxines peut entraîner une dégradation de la qualité de l'eau, hein, aussi bien le goût, l'odeur, ce qui va inévitablement perturber les procédés de traitement, peut évidemment entraîner des colmatages de prise d'eau ou certains types de filtres d'entrée de prise d'eau, et qui va obliger les traiteurs d'eau à rajouter des traitements pour, en plus de la surveillance inévitable, mais qui est déjà en œuvre, d'être obligé de mettre des traitements spécifiques pour pouvoir soit supprimer des cyanobactéries et ou des cyanotoxines présentes. Et puis enfin, qu'est-ce que nous, on avait pu écrire lors du document d'expertise auprès de l'ANSES, et donc ça rejoint ce qui a été évoqué précédemment, mais qu'il y a effectivement un premier niveau de surveillance qui est celui vraiment visuel, aussi bien en planctonique qu'en benthique. Ça, c'est de la zone de baignade, c'est de la zone d'activité ou de ses alentours, que ça passe par visualisation, qu'il y ait des accumulations ou inévitablement des mortalités animales. Pour la partie planctonique, on peut aussi céder l'utilisation de sondes de mesure in situ qui peuvent mesurer des quantités de cyanobactéries, certains pigments comme la phycocyanine, ou mesurer des quantités de chlorophylle pour essayer de céder et apporter des éléments de réponse pour de la surveillance. Et donc ces éléments-là peuvent entraîner, dès qu'on passe certains seuils, d'aller en laboratoire, en général des laboratoires d'analyse privés, donc qui vont procéder à ces identifications des genres présents soit dans l'eau, dans la colonne d'eau pour les planctoniques, soit dans la partie benthique fixée, dans le biofilm. Donc d'un côté, pour pouvoir faire des comptages au microscope, ça c'est ce qui est classiquement fait dans la partie planctonique, avec cette notion de seuil de 1 mm3 sur la quantité de matière. Donc s'il est franchi, on passe à l'étape d'après. Alors que de l'autre côté, le côté benthique, c'est plutôt une sorte de seuil entre guillemets, hein, c'est le côté si les biofilms sont dominés par des cyanobactéries potentiellement toxiques ou pas, et finalement voir un peu aussi comment se sont localisés ces biofilms par rapport aux usages. Je veux dire par là, est-ce qu'ils sont dans la zone de baignade par exemple, ou est-ce qu'ils sont à proximité immédiate, ou alors beaucoup plus loin. Le risque, la gestion est finalement beaucoup plus complexe dans ce cas-là parce que c'est pas aussi tranché, et c'est tout peut-être un des problèmes de ce domaine-là, de la partie benthique. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, si on passe les seuils évoqués précédemment, on passe à l'étape d'analyse de cyanotoxines. Classiquement, nous, on avait préconisé des méthodes ELISA. Et donc, vous voyez là, par contre, une différence de plus entre les benthiques et les planctoniques. En benthique, comme ça a été évoqué précédemment, ils ne sont recherchés que les neurotoxines de la famille des anatoxines. Et donc, dès qu'on dépasse ce qu'on appelle la limite de détection, donc dès qu'on en trouve juste un petit peu, on doit agir. Alors, de l'autre côté, les planctoniques, on ne va pas chercher toutes les molécules, toutes les familles de cyanotoxines, mais chercher celles uniquement concernées, enfin potentiellement produites par les genres rencontrés dans les échantillons, pour ne pas chercher à tout va, mais chercher celles en ciblant la recherche à ce qui est vraiment présent et potentiellement productible sur l'échantillon. Tout cela va inévitablement entraîner des mesures de gestion qui passent par une première étape d'information des usagers, du public, forcément des gestionnaires de la zone, qui vont, comme ça a été évoqué, de manière graduelle, entraîner soit des réductions d'usage, soit une adaptation des activités, que ce soit dans une zone de baignade ou à proximité, en fonction des activités, et évidemment qui peut conduire jusqu'à une fermeture complète de ces activités, que ce soit baignade, mais que ce soit aussi autre activité nautique,
parce que ça le justifie. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Est-ce que Monsieur Martin est connecté, donc de la directeur générale adjointe de la DDPP, et souhaiterait intervenir donc sur les risques pour les chiens et donner des conseils peut-être pour les propriétaires de chiens? Oui, tout à fait. Je suis bien connecté. Merci. Je vous remercie pour cette invitation. Donc oui, moi je voulais intervenir pour signaler que chaque année, malheureusement quasiment chaque année, on constate le décès de chiens, notamment suite à des promenades avec leur maître. Donc ce qui se passe, c'est que les chiens, bon, en termes de comportement, ils vont se baigner facilement dans des eaux stagnantes. Et des étangs, des eaux stagnantes, des eaux calmes, et en particulier en période estivale. Et ils vont aussi avoir tendance à s'abreuver, à les boire dans des petites mares, des points d'eau, des flaques d'eau qui vont rester, plus particulièrement en période estivale. Alors, on constate souvent des signalements de décès en début de période de chasse. La période de chasse au gros gibier reprenant aux alentours du 15 août. S'il y a eu des orages avant, mais suffisants, ou dans les zones humides notamment, parce qu'il faut que les eaux stagnent pendant une durée suffisante pour qu'il y ait le temps de la prolifération. Donc les chiens vont s'abreuver et avaler en même temps des toxines et déclarer très rapidement après la consommation d'eau, donc environ 1 heure à 2 heures après, des symptômes d'abord neurologiques. On va constater des tremblements, des difficultés à respirer, et là il ne faut pas se poser de questions, il faut vite contacter son vétérinaire, lui demander s'il peut prendre en charge l'animal, et malheureusement dans la plupart des cas, si la quantité ingérée de toxines est importante, ça va jusqu'à la mort du chien, à la paralysie respiratoire. Et on peut aussi avoir des formes plutôt hépatiques. Tout dépend des toxines. On a des toxines hépatiques et là, on va constater, là encore rapidement après l'ingestion d'eau ou à la baignade, quelques heures après, des vomissements et qui là aussi peuvent aller jusqu'à des choses très très graves. Voilà, donc un petit conseil pour les propriétaires de chiens ou les chasseurs qui vont à la chasse, plus particulièrement en période estivale avec leurs animaux, c'est de prévoir de quoi les alimenter en eau et pas les laisser boire dans les flaques. Voilà. Merci à vous. Donc voilà, on en arrive au temps des questions. Donc si vous avez des questions à poser, donc c'est le moment. Il y a Arnaud Desjean qui avait levé la main. Monsieur Arnaud Desjean de Sud-Ouest Gironde, si vous voulez poser votre question. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Ok, très bien. Moi, j'ai plusieurs questions. Je voudrais revenir aussi sur le cas de l'été dernier, sur le site du lac d'Ostens. J'ai bien vu lors de la présentation qu'il y avait différents stades d'alerte, et notamment, vous évoquez un stade d'alerte niveau 2 cyanobactéries en cas d'intoxication ou mortalité d'animal. C'est ce qui, l'été dernier, il y a eu une intoxication et une mortalité d'animal, et il y a eu le stade 2 n'a pas été déclaré, et il n'y a eu aucune préconisation de fermeture du lac par l'ARS. J'ai vu aussi qu'il y avait différentes statistiques de fermeture. J'ai vu que dans le département 79, il y a eu pas mal de fermetures l'an dernier. Il y en a eu 0 dans le 33. Donc, soit il y a une possibilité qu'il n'y a pas de cyanobactéries en Gironde et qu'il y en a dans le 79, soit il n'y a pas les mêmes protocoles de contrôle. D'où ma question. Quand est-ce qu'il y aura une uniformisation des protocoles de contrôle entre les différentes délégations départementales de l'ARS, uniformisation sur la recherche des cyanobactéries dans la colonne d'eau ou au fond de l'eau, et dans les protocoles de contrôle ensuite en laboratoire, notamment il a été évoqué la préconisation de la méthode ELISA. Je sais que certains labos le font, d'autres ne le font pas. Quand est-ce qu'il y aura une uniformisation des contrôles en Nouvelle-Aquitaine? Je vous remercie pour ces multiples questions, Monsieur Desjean. Daniel Berdois, donc je suis en charge jusqu'au mois de mai du contrôle des eaux de loisirs en Gironde. Bon, je vois qu'on revient toujours sur le problème du lac d'Ostens. Il faut savoir que oui, voilà.
On va peut-être pas épiloguer trop puisqu'on est là quand même pour parler de l'avenir et pas forcément du passé. Pour ce qui est du lac de Stains, il n'y a pas eu d'autopsie, enfin on n'a jamais eu su réellement où ce chien s'était baigné. D'autre part, l'ARS a quand même fait des analyses de cyanobactéries. 18 jours après la mort du chien. On a fait des analyses de cyanobactéries et ces analyses ont conclu qu'il n'y avait pas de problème, sachant que ce lac n'est pas classé en lac potentiellement à risque de cyano, étant donné que ça fait 20 ans d'analyse qu'on a derrière et qu'on n'a jamais constaté. D'autre part, les maîtres nageurs et le responsable de la baignade n'a jamais constaté de floc ou de problème visuel sur ce lac. Et d'autre part, je signale quand même qu'il n'y a pas eu de remontée d'autres de baigneurs qui ont été intoxiqués ou qui ont eu des soucis sur ce lac. Pour ce qui est de la réglementation et de l'application, on applique donc les directives du ministère de la Santé sur toutes les baignades de la Nouvelle-Aquitaine, a priori. Et que si en Deux-Sèvres, il peut y avoir effectivement des situations particulières selon les endroits. Effectivement, là, je crois que le département des Deux-Sèvres a 2 baignades qui ont effectivement, je crois, fait l'objet de fermeture. Voilà, donc les situations sont différentes d'un département à l'autre. Mais la réglementation, pour l'instant, est la même. Et quand est-ce qu'il y aura une uniformisation des protocoles de contrôle et hors labo et sur le terrain? Je vous répète la même chose que j'ai dite, c'est une réglementation qui suit la directive. On a une directive nationale qui a été faite suite à des recherches nous on applique la réglementation qui existe. Ok, bon, très bien. Je suis pas sûr que ce soit très audible. Est-ce que Deuxième question, j'en resterai là. Comment lutter contre le développement des cyanobactéries? Ça, c'est peut-être la question à poser aux scientifiques. Est-ce que il y a des protocoles qui existent pour limiter la prolifération? Et je pense à l'avenir, si ce problème se développe, est-ce qu'on pourra préserver l'ouverture des plans d'eau grâce à un protocole, grâce à un traitement? Enfin, je ne sais pas ce qui peut être fait pour l'avenir. Alors, merci pour la question. Alors, très clairement, à aujourd'hui, il n'y a absolument aucun traitement efficace, efficient pour pouvoir éradiquer de manière sûre et définitive des cyanobactéries dans un système aquatique. Il faut être conscient de cela, que tous les systèmes qui peuvent être proposés, évoqués par certaines sociétés, en général ne fonctionnent pas ou sont peu documentés scientifiquement pour prouver leur efficacité. Donc globalement, ils ont rarement prouvé leur efficacité. Au final, la seule vraie solution et la plus pérenne, ça revient à ce que j'ai évoqué avec la notion d'alimentation, c'est de réduire les intrants, c'est de réduire les nutriments qui arrivent dans le système. Pour qu'on ait une chance que petit à petit, les cyanobactéries ne prolifèrent plus, mais continuent à coexister, parce que comme je vous l'ai dit, elles sont là depuis 3 milliards d'années, et je pense qu'elles seront là bien après nous aussi. Donc, c'est juste de pouvoir contrôler, faire en sorte qu'elles ne prolifèrent plus, qu'elles ne dominent plus la situation. Et ça ne peut passer que par une meilleure gestion des apports dans les systèmes, que ce soit cours d'eau, que ce soit plan d'eau. Concrètement, les apports, c'est-à-dire les produits phytosanitaires, des éléments de ce type? C'est pas forcément un produit phytosanitaire, c'est tout élément nutritif, confère ce que j'ai mis dans la diapo tout à l'heure, donc qui peuvent contenir de l'azote, qui peuvent contenir du phosphore, des éléments qui servent au développement de ces cyanobactéries. Et ça, c'est rejeté par bon nombre de situations de présence humaine. Ça va de l'industrie au rejet d'eau usée, enfin, à toute activité humaine, on contribue à rejeter potentiellement, une fois de plus, potentiellement en fonction des situations, des sites, on contribue à rejeter des nutriments dans différentes formes, et eux peuvent contribuer au développement de ces cyanobactéries. Merci. Je crois qu'il y a aussi Madame Anne-Livia Tolinchi qui a levé la main, si j'ose dire. Elle peut peut-être poser une question. Alors, Madame Delphine Léger.
Madame Livia Tolinski a laissé ses questions sur le chat, peut-être. Ah, d'accord. Oui, bonjour, moi je suis Delphine Léger, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. Oui, alors moi j'ai une question qui rejoint tout à fait celle de mon collègue qui vient d'être posée sur, effectivement, vous venez de le dire, d'abord que c'était l'arrivée des cyanobactéries était imprévisible et qu'il n'y avait pas de traitement efficace, à part essayer de limiter leur prolifération. Est-ce que des travaux, moi je pense par exemple à l'étang de l'Appui dans la Vienne, où des travaux de curage, il a été vidé, des travaux de curage ont été entrepris. Est-ce que ce type de travaux qui ne sont pas réalisés uniquement pour les cyanobactéries, je crois, mais peuvent rentrent dans ces possibilités de limiter la prolifération à l'avenir? Je dirais que c'est une fois de plus très site dépendant. C'est-à-dire que je ne connais pas du tout ce site que vous évoquez. Dans le principe, enlever des sédiments dans lesquels peuvent être stockés des nutriments qui servent à la prolifération, ça ne pourrait que réduire les risques ultérieurs. Oui. Le seul souci, c'est de voir dans quel cadre, comment est procédé, ce curage est procédé, parce que, évidemment, quand on enlève des matériaux, on en remue aussi beaucoup. Et puis, quid de ces matériaux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait, ou est-ce qu'on les dépose sur le bord et pour qu'ils soient relessivés et que les nutriments reviennent dans le plan d'eau, ou alors est-ce que c'est exporté ailleurs? Donc, connaissant ces éléments-là, on peut effectivement considérer que ça peut avoir un effet, puisqu'on enlève potentiellement des nutriments. Faut quand même garder à l'esprit que le système, il avait probablement un équilibre avant le curage. Alors, si effectivement il était abondamment recouvert de cyanobactéries, le curage peut avoir un effet bénéfique. Par contre, si on n'en avait pas avant, on peut aussi avoir le risque inverse, c'est-à-dire d'entraîner une prolifération alors qu'il n'en avait jamais jusque-là, parce qu'on a en fait rechamboulé le système pour qu'il se remette potentiellement à être en conditions préférentielles. Comme j'ai dit tout à l'heure, les cyanobactéries, pour bon nombre d'entre elles, sont relativement compétitives pour aller se développer. Donc, il suffit que les conditions leur soient plus favorables et c'est elles qui reprendraient le dessus dans une situation où elles ne l'étaient pas avant. Donc, ça peut contribuer le retrait, en tout cas, de nutriments par les sédiments, ça peut contribuer, mais il ne faudra pas inévitablement oublier ou omettre de traiter, de gérer tout ce qui va être apporté par le bassin versant, enfin, toutes les eaux qui vont arriver dans le plan d'eau. C'est-à-dire que si on ne fait qu'enlever les substrats du fond, mais que les eaux qui viennent du bassin versant continuent à en apporter des quantités très importantes, le problème ne sera absolument pas résolu. Merci beaucoup. Non, vas-y. Vas-y. Alors, les questions qui étaient posées par France Bleu Poitou, y a-t-il déjà des plans d'eau en Vienne ou de Sèvres qui sont surveillés de près et qui risquent d'être interdits à la baignade cet été? Pardon, si oui, pouvez-vous nous donner la liste? L'an dernier, nous cite des baignades qui ont été interdites, Chevreux et Saint-Christophe-sur-Roc. Et en Vienne, Beaumont-Saint-Cyr. Est-ce que ce sera la même situation cette année? Et puis, question subsidiaire. Dans la Vienne, les récentes crues ont-elles eu un impact sur le développement des cyanobactéries? Sont connectés à distance nos collègues de la Vienne et des Deux-Sèvres. Est-ce que vous pourriez apporter des éléments de réponse à votre niveau, s'il vous plaît? Oui, bonjour Yves Côté. Pour la Vienne, je peux préciser les choses. Alors, il se trouve qu'en autosurveillance, puisque donc la saison de baignade n'a pas commencé, mais en autosurveillance pour le lac de Saint-Cyr, on a eu un premier résultat qui déjà n'est pas bon en fait. Donc ça préjuge en rien de l'évolution parce que on pourrait imaginer que ça fluctue, mais il y a déjà une présence de cyanobactéries à la fois planctonique et benthique à un niveau significatif et tôt dans la saison finalement. Pour ce qui est des autres plans d'eau, on a vu les saisons se succéder avec l'été dernier 4 baignades fermées, pas toute la saison, mais généralement ça arrive plutôt en courant juillet.
et on s'attend à une situation comparable parce que on voit pas vraiment d'éléments qui feraient que la situation ait évolué favorablement. Hein. Donc, juste pour évoquer le plan d'eau de la pluie qui a été vidangé, donc c'était pas à la demande de l'ARS, hein, mais donc on a vu une saison auparavant la même pratique de vidange sur le plan d'eau de Montcontour, et on a eu une saison calme l'année suivante, donc peut-être qu'on aura une saison tranquille, mais effectivement on aura peut-être supprimé du phosphore stocké dans les sédiments, mais on a toujours des apports hein, qui pour ces deux plans d'eau sont principalement d'origine agricole, hein, des apports de phosphore, et donc on ne s'attend pas non plus à un miracle durablement pour ces situations. Voilà ce que je pouvais dire pour la Vienne. Est-ce que pour les Deux-Sèvres aussi, un de nos collègues pourrait répondre? Oui, bonjour, Nicolas Simon pour les Deux-Sèvres. J'aurais tendance à dire que comme pour nos deux baignades, c'est Charleveux, Saint-Christophe et Verviers. Il semblait que donc, oui. On vous écoute. Oui, on vous entend. Donc Nicolas Simon pour les Deux-Sèvres. Donc pour nos deux baignades, Charleveux, Saint-Christophe et Verviers, j'aurais tendance à dire que comme chaque année, c'est en fonction des résultats d'analyse que les fermetures se feront. Alors il est vrai que depuis 3-4 ans, les fermetures sont assez régulières. C'est que c'est fermé entre 2 et 3, voire jusqu'à 7 ou 8 semaines sur les 9 semaines de saison estivale pour les deux baignades indiquées. Il y a quelques années en arrière, ça fermait tous les 2-3 ans, et c'est vrai que là, ça ferme régulièrement chaque année. Mais rien n'indique en théorie que ça refermera cette année, ça dépendra des résultats d'analyse. Mais pour rejoindre un peu ce que vient de dire Yves Cotet à Poitiers, oui, de toute façon, le stock de phosphore étant là, le réchauffement climatique étant là, il n'y a pas de raison que, comme depuis 3-4 ans, elle ne referme pas. Alors, est-ce que ça sera le 15 juillet ou le 3 août, j'en sais rien, c'est les analyses qui le diront. Merci. Il y a une autre question, enfin 2 autres questions de France Bleu, Gérald Paris. Quel est le rythme de contrôle des eaux quotidien une fois par semaine? Et une autre question pour le décès des chiens en 2023, c'était dans quel département, s'il vous plaît? Sur la fréquence des analyses, donc là aussi, hein, c'est l'instruction qui nous donne ces fréquences. Donc lorsqu'il n'y a pas de problématique, il y a une surveillance bimensuelle, et lorsqu'on arrive à des niveaux, soit niveau de vigilance, alerte 1 ou alerte 2, on passe sur une fréquence d'analyse une fois par semaine. Mais bien sûr, lorsque l'on a, par exemple, trouvé des toxines, on va faire un recontrôle pour vérifier si le taux de toxines est redescendu et que la baignade peut réouvrir. Donc voilà, donc c'est bimensuel, voire hebdomadaire en fonction de l'état de la baignade. Peut-être préciser que c'est les contrôles de l'ARS, mais ça, ce sont les contrôles, oui, ça, ce sont les contrôles, le contrôle sanitaire. Hein. Concernant la surveillance des responsables de baignade, elle est quotidienne, puisque tout développement anormal, enfin toute anomalie observé sur une baignade doit être indiqué à l'ARS pour voir si derrière on déclenche d'autres investigations pour évaluer le risque. Et sur la deuxième question. Les décès de chiens sont intervenus sur quel département? Alors, il y en a un sur le lac d'Austins, je crois. Alors, je pense que c'est la Gironde, le lac d'Austins. Non? Oui. Oui, et un autre dans le Vaucluse, et probablement d'autres, mais pour lesquels on n'a pas eu l'information. Mais en 2017, il y en avait eu beaucoup sur la Loire, et en 2017 ou 2018 aussi, en Dordogne, juste après l'ouverture de la chasse, des chiens de chasse qui avaient bu une meute et où les chiffres avaient là aussi été importants. Je crois que c'est une dizaine de chiens qui étaient décédés. Et Monsieur Martin, je crois qu'en Gironde, il y a eu aussi à Saint-Médard-en-Jalles, non? Ah, c'est possible, mais j'étais pas en Gironde, je viens juste d'arriver il y a 2 semaines. Ah, d'accord. Donc, j'ai pas de vision en arrière. Oui, c'est ça. Je crois qu'Hélène Pommier voulait poser aussi une question de Populaire du Centre en Haute-Vienne. Oui, bonjour. Vous m'entendez, c'est bon? Oui.
Oui, je voulais juste revenir moi sur le tableau bilan de la saison 2023. Est-ce que je suis pas sûre de l'avoir bien vu, hein, c'est peut-être juste que j'ai pas. Est-ce que vous avez le détail en chiffres et non pas en graphique de la raison des fermetures? Alors moi je pensais plutôt Haute-Vienne, Creuse-Corrèze, mais peut-être que les collègues des autres médias sont aussi intéressés. Voilà, pour avoir un peu, pour entrer dans le détail de ces voilà, de si c'est cyanobactéries ou si c'est autre chose. Je suis pas sûre qu'avec les bâtons on voit exactement le chiffre. Je vérifie si j'ai les données à disposition. Donc, sur la Corrèze, vous me demandez, c'est cela? Alors, Corrèze-Creuse, Haute-Vienne, s'il vous plaît. Alors, il y a peut-être des on peut collègues. préciser. Oui, voilà. Alors, pour la Voilà. Corrèze, Mathieu Rasset et Cathy Camus, service environnement de la Corrèze. Donc, pour la Corrèze, nous, on a eu une fermeture due à une prolifération bactério et 9 par rapport à la cyanobactérie. Aux cyanobactéries, pardon. En ce qui concerne à la lecture du graphe et à notre historique, donc c'est ce qui concerne le 19. Pour le 23, a priori, c'est que des cyanos. Hein. Ça, non, il y a aussi des fermetures. Non, pour le 23, en fait, il y avait 4 fermetures pour cyano, avec des fermetures temporaires au cours de l'été, et il y avait aussi des fermetures pour problème, absence de surveillance et difficulté pour trouver justement du personnel pour surveiller les baignades. Et en Haute-Vienne, il y aurait des collègues du 87 de connectés? Oui, pour la Haute-Vienne, donc essentiellement des fermetures pour cause de prolifération de cyanobactéries et une baignade Châteauneuf-la-Forêt qui était fermée pour un problème sur le moine qui générait une vidange en fait du plan d'eau. Il y avait un niveau d'eau insuffisant, donc la baignade a été fermée durant 2 ans. Merci. Donc ça veut dire qu'en Haute-Vienne, sur les 30, pardon, Haute-Vienne, j'ai pas vu, sur les 24, donc il y en a 21, c'était pour cause de cyanobactéries quand même. 23, c'était pour cause de cyanobactéries, c'est ça en fait. Hein. Non, il y en a simplement 4 qui ont été fermées pour cause de cyanobactéries hein, sur les 24. D'accord, c'est pour ça que je demande, ouais. C'est quoi le chiffre alors des 24 dessous? C'est le nombre de sites de baignade, la totalité. Ah, c'est le nombre de sites. D'accord, excusez-moi, c'était pas clair. Okay, pour moi. D'accord. Est-ce que vous pouvez donner, s'il vous plaît, la même chose pour le département de la Vienne? Les mêmes, parce qu'il y a quand même dans les causes autres de fermeture un nombre visiblement important. Le petit bâtonnet bleu est relativement élevé. Les causes autres, c'était à la fois pour certains plans d'eau une absence de surveillant de baignade qui a fait que les baignades n'ont pas pu ouvrir. Et pour un plan d'eau, le fait qu'il était vide en fait, il a été vidé. Donc c'était la pluie, on en a parlé tout à l'heure. D'accord. D'autres questions sur le chat? Arnaud Desjean, le classement des eaux de baignade d'Austins va-t-il évoluer en 2024? Et puis une autre, les cyanobactéries seront-elles surveillées en 2024? Le classement, j'ai tendance à dire que tant qu'on n'a pas d'analyse, on peut pas préjuger du futur classement 2024. Pour les benthiques, on suit la directive du ministère de savoir s'il y a des observations visuelles à ce moment-là, on fera des analyses. Il y a une question à laquelle on n'a pas répondu tout à l'heure, effectivement, qui avait déjà été posée sur les crues dans la Vienne. Ont-elles un impact sur le développement des cyanobactéries? Yves Côté. Oui, je peux peut-être juste... comment dire, sur l'est de la Vienne, on a eu de très fortes crues, on n'en sait rien pour l'instant. Par contre, au niveau du très gros lac de Saint-Cyr,
qui est notre principale baignade, on sait que les crues du Clin influencent effectivement l'écologie du lac. Et donc, mais bon, c'est pas le Clin qui était le plus en crue. Donc, je dirais potentiellement oui, mais sans doute pas les crues très récentes de l'est de la Vienne. En tout cas, c'est sur des. Là, il s'agit d'une rivière, la Gartempe, hein, qui était principalement en crue là, et la Creuse aussi. Et c'est de l'eau qui passe, quoi. Donc voilà. Je sais pas ce qu'en pense Linray, mais c'est de l'eau qui est partie maintenant. Hein. Une fois de plus, je connais pas les sites, et tous peuvent être spécifiques, mais de manière globale, il faut quand même admettre que qui dit crue dit chasse importante, donc possible, on va dire, nettoyage à la fois des biofilms qui auraient pu commencer ou qui seraient restés, qui auraient passé l'hiver, si je puis dire, qui pourraient être là encore présents, même s'ils sont moindres, donc peuvent avoir été chassés par les vitesses de courant et les débits. Et une partie aussi des substrats, enfin mobilisables, limons et autres, qui pourraient servir au développement, donc qui peuvent eux aussi être chassés, alors certes vers l'aval, hein, on ne fait que repousser le problème un peu plus loin, mais en tout cas, on peut considérer que globalement, ça peut contribuer à la réduction au moins pour les semaines à venir, le fait qu'il y ait eu crue. Une autre question de France Bleu, Gérald Paris, sur la plage d'Étry, donc en 17 de mémoire, à 5 km de La Rochelle, est fermée depuis 2018. Qu'en est-il aujourd'hui? Connaît-on aussi les causes précises? Est-ce qu'un collègue du délégation départementale de Charente-Maritime est disponible, s'il vous plaît, pour répondre? Bonjour, donc Marc Lavoie de La Rochelle. Donc concernant Étry, on est sur les motifs de fermeture sont liés à en fait la mauvaise qualité bactériologique des eaux observées depuis malheureusement de très nombreuses années. La fermeture prononcée à la fin de la saison 2017 et qui a donc été activée en 2018, à partir de 2018, est consécutive au classement en qualité insuffisante des 2 sites de baignade qui sont donc sur la baie d'Étry, donc qualité insuffisante au bout de 5 ans, et comme l'indique la réglementation nationale et qui découle de la directive européenne, quand on a donc 5 années consécutives, enfin une baignade qui est classée 5 années consécutives en classement en qualité insuffisante, on doit prononcer donc la fermeture de cette l'interdiction de baignade tant que on n'a pas constaté donc un retour à une situation conforme. Donc malheureusement c'est toujours le cas sur le site. La collectivité a conduit de nombreuses études, hein, mais malheureusement aujourd'hui il n'a toujours pas été déterminé de façon suffisamment précise les causes de ces contaminations sur les eaux de baignade. Les suivis sanitaires, on ne parle plus de contrôle sanitaire parce que la baignade est interdite, mais les suivis sanitaires qui sont maintenus sur les 2 sites de baignade depuis la saison 2018 confirment malheureusement qu'aujourd'hui on est toujours dans une situation dégradée bactériologiquement et qu'il n'est pas possible d'envisager à court terme la réouverture de cette baignade. Merci. Hélène Promis a tout